Je ne vais donc pas prendre la peine de le présenter, Sam Altman. Je dirais simplement que Sam est maintenant à 3 sur 3 pour nous rejoindre afin de partager ses réflexions lors des 3 événements AI Ascent que nous avons eus, ce que nous apprécions vraiment. Je veux juste vous remercier d'être ici. That's right. Oh, that's right. Say that again. C'était de notre premier bureau. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Redites ça. Oui, c'était de notre premier bureau. C'était de notre premier bureau, c'est donc agréable d'être de retour. Vous avez commencé en 2016 ? Oui. Nous venons d'avoir Jensen ici qui a dit qu'il avait livré le premier système DGX1 ici. Oui, il l'a fait. C'est incroyable à quel point cette chose semble petite maintenant. Oh, par rapport à quoi ? Eh bien, les boîtes actuelles sont si énormes. Mais oui, c'était un retour en arrière amusant. Elles pesaient combien ? C'était encore une chose que vous pouviez soulever vous-même. Il a dit que ça faisait environ 70 livres. Oui, je veux dire, c'était lourd, mais vous pouviez le porter. Alors, non, c'était comme nous étions assis là-bas. Il y avait, vous savez, 14 d'entre nous ou quelque chose comme ça. Et vous travailliez sur ce nouveau système. Je veux dire, même ça, c'était comme si nous étions assis autour à regarder des tableaux blancs en essayant de parler de ce que nous devrions faire. C'était un... I mean, even that was like we were sitting around like looking at whiteboards trying to talk about what we should do. Like this was a very... Il est presque impossible d'exagérer à quel point nous étions un laboratoire de recherche sans plan d'action réel, mais avec une très forte conviction et direction. With a very strong belief and direction and conviction, but no real kind of like action plan. Je veux dire, non seulement l'idée d'une entreprise ou d'un produit était quelque peu inimaginable, les LLM en tant qu'idée étaient encore très loin. Et donc, essayez de jouer à des jeux vidéo. Essayez de jouer à des jeux vidéo. Vous essayez toujours de jouer à des jeux vidéo ? Maintenant, nous sommes assez bons à ça. D'accord, alors cela vous a pris 6 années supplémentaires pour que le premier produit grand public sorte, qui est ChatGPT. En chemin, comment avez-vous réfléchi au jalon pour obtenir quelque chose à ce niveau ? Par un accident de l'histoire, le premier produit grand public n'était pas ChatGPT. C'est vrai, c'était DALL-E, mais le premier produit a été l'API. Donc, nous avions construit, vous savez, nous sommes passés par quelque chose de différent. Nous avions quelques directions sur lesquelles nous voulions vraiment miser. Finalement, comme je l'ai mentionné, nous avons dit, eh bien, nous devons construire un système pour voir s'il fonctionne. Et nous n'écrivons pas seulement des articles de recherche, alors nous allons voir si nous pouvons, vous savez, bien jouer à un jeu vidéo. Nous allons voir si nous pouvons faire une main robotisée. Nous allons voir si nous pouvons faire quelques autres choses. Et à un moment donné là-dedans, une personne, puis initialement une équipe, s'est enthousiasmée à l'idée d'essayer de faire de l'apprentissage non supervisé et de construire des modèles linguistiques. Et cela a conduit à GPT-1, puis GPT-2, et au moment de GPT-3, nous pensions tous les deux que nous avions quelque chose d'assez cool, mais nous ne savions pas quoi en faire. Et aussi, nous avons réalisé que nous avions besoin de beaucoup plus d'argent pour continuer à augmenter la taille. Vous savez, nous avions fait GPT-3, nous voulions passer à GPT-4. Nous nous dirigions vers le monde des modèles à $1 milliard. C'est difficile de faire cela comme une expérience scientifique pure, à moins d'être un accélérateur de particules ou quelque chose comme ça. Même alors, c'est difficile. Donc, nous avons commencé à penser, ok, nous devons trouver comment cela peut devenir une entreprise capable de soutenir l'investissement que cela nécessite. Et aussi, nous avons l'impression que cela se dirige vers quelque chose de vraiment utile. Et nous avions publié GPT-2 sous forme de boîte de modèles, et il ne s'était pas passé grand-chose. L'une des choses que j'avais simplement observées sur les entreprises, les produits en général, est que si vous faites une API, cela fonctionne généralement d'une manière ou d'une autre à la hausse. C'était vrai pour de nombreuses entreprises waxées, et aussi que si vous rendez quelque chose beaucoup plus facile à utiliser, il y a généralement un énorme avantage à cela. Alors, nous nous sommes dit, eh bien, c'est un peu difficile d'exécuter ces modèles qui deviennent grands. Nous allons écrire un logiciel pour faire un très bon travail en les exécutant. Et aussi, au lieu de construire un produit, parce que nous ne savions pas quoi construire, nous espérons que quelqu'un d'autre trouvera quelque chose à construire. Et donc, j'ai oublié exactement quand, mais peut-être que c'était en juin 2020, nous avons publié GPT-3 et l'API. Et le monde ne s'en souciait pas, mais la Silicon Valley s'en souciait en quelque sorte. Il disait « Oh, c'est plutôt cool, ça pointe vers quelque chose ». Et il y avait cette chose étrange où nous n'avons reçu presque aucune attention de la majeure partie du monde. Et des fondateurs de startups disaient « Oh, c'est vraiment cool », ou comme, je veux dire, certains d'entre eux disaient que c'était l'AGI. Les seules personnes qui ont construit de vraies entreprises avec l'API GPT-3, dont je me souvienne, étaient ces quelques entreprises qui faisaient de la rédaction de contenu comme service. C'était en quelque sorte la seule chose pour laquelle GPT-3 était au-dessus du seuil économique. Mais une chose que nous avons remarquée, qui a finalement conduit à ChatGPT, est que même si les gens ne pouvaient pas construire de grandes entreprises avec l'API GPT-3, les gens aimaient parler avec elle dans le playground, et c'était terrible pour le chat. Nous n'avions pas à ce moment-là compris comment faire du RLHF pour le rendre facile à utiliser en chat, mais les gens aimaient le faire quand même.
En un sens, ce fut le seul usage tueur à part la rédaction publicitaire du produit API. C'est ce qui nous a amené à finalement construire ChatGPT. Au moment où ChatGPT 3.5 est sorti, il y avait peut-être environ 8 catégories au lieu d'une seule où l'on pouvait créer une entreprise avec l'API. Mais notre conviction que les gens veulent simplement parler au modèle s'était vraiment renforcée. Nous avions donc fait Dolly, et Dolly fonctionnait bien. Mais nous savions que nous voulions construire, surtout avec le réglage fin que nous étions capables de faire. Nous savions que nous voulions construire ce modèle, ce produit qui vous permet de parler au modèle. Et il a été lancé en 2022 ? Je pense que oui. Oui, environ 6 ans après le premier, le 30 novembre 2022. Il y a donc eu beaucoup de travail en amont. Et il a été lancé en 2022. Aujourd'hui, il compte plus de 500 millions de personnes qui lui parlent chaque semaine. Oui, très bien. Très bien, donc, au fait, préparez-vous à des questions du public, car c'est ce que Stan a demandé. Vous avez assisté aux 3 événements à 100, comme Pat l'a mentionné. Et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais il semble que les 6 derniers mois n'aient été que livraison, livraison, livraison. Vous avez livré beaucoup de choses. Et c'est incroyable de voir la vélocité du produit. La vélocité de la livraison continuait à augmenter. Donc, c'est une question en plusieurs parties. Comment avez-vous réussi à faire en sorte qu'une grande entreprise augmente la vélocité de ses produits au fil du temps ? Je pense que l'erreur que font beaucoup d'entreprises est qu'elles deviennent grandes et ne font plus rien. Elles ne font pas plus de choses. Elles deviennent simplement plus grandes parce qu'elles sont censées le devenir. Et elles livrent toujours la même quantité de produits. Et c'est là que la molasse prend vraiment le dessus. Je crois fermement que vous voulez que tout le monde soit occupé, que les équipes soient petites, que vous fassiez beaucoup de choses par rapport au nombre de personnes que vous avez. Sinon, vous avez juste 40 personnes à chaque réunion et d'énormes disputes pour savoir qui s'occupe de quelle petite partie du produit. Il y avait cette vieille observation en affaires qu'un bon dirigeant est un dirigeant occupé, car vous ne voulez pas que les gens traînent. Mais je pense que c'est bien. Dans notre entreprise et dans beaucoup d'autres, les chercheurs, les ingénieurs, les responsables produits, ils génèrent presque toute la valeur et vous voulez que ces personnes soient occupées et aient un fort impact. Donc si vous voulez grandir, vous feriez mieux de faire beaucoup plus de choses. Sinon vous avez juste beaucoup de gens assis dans la pièce à se disputer, se réunir ou parler de n'importe quoi. Nous essayons donc d'avoir un nombre relativement restreint de personnes avec d'énormes responsabilités et la façon de faire fonctionner cela est de faire beaucoup de choses. Et aussi, nous devons faire beaucoup de choses. La façon de nous modéliser, je pense que c'est que nous voulons construire. Je pense que nous avons vraiment maintenant l'opportunité de construire l'une de ces plateformes Internet importantes. Mais pour ce faire, si nous voulons vraiment être liés à personnaliser des gens, qu'ils utilisent sur de nombreux services différents, et vous savez, tout au long de leur vie et à travers toutes ces différentes catégories principales et toutes les plus petites que nous devons trouver comment activer. Alors c'est juste beaucoup de choses à construire. Y a-t-il quelque chose dont vous êtes particulièrement fier que vous ayez lancé au cours des 6 derniers mois ? Je veux dire, les modèles sont si bons maintenant. Bien sûr, il y a encore des domaines où ils peuvent s'améliorer, et nous travaillons rapidement là-dessus, mais je pense qu'à ce stade, ChatGPT est un très bon produit parce que le modèle est très bon. D'autres choses comptent aussi, mais je suis étonné qu'un seul modèle puisse faire autant de choses aussi bien. Vous construisez de petits et de grands modèles, vous faites beaucoup de choses, comme vous l'avez dit. Alors, comment ce public peut-il rester en dehors de votre chemin et ne pas être écrasé ? Je veux dire, la façon de nous modéliser, je pense que c'est que nous voulons construire, nous voulons être l'abonnement IA de base des gens et la manière d'utiliser cette chose. Une partie de cela sera ce que vous faites à l'intérieur de ChatGPT. Nous aurons quelques autres éléments clés de cet abonnement. Mais surtout, nous allons, espérons-le, construire le modèle de plus en plus intelligent. Nous aurons ces services comme les futurs appareils, les futures choses qui sont en quelque sorte similaires au système d'exploitation, peu importe. Et puis, vous savez, nous n'avons pas encore trouvé exactement, je pense, ce qu'est l'API ou le SDK, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, pour vraiment être notre plateforme. Mais nous le ferons. Cela peut nous prendre quelques essais, mais nous le ferons. Et j'espère, cela permet une création de richesse incroyable dans le monde, et d'autres personnes peuvent s'appuyer là-dessus.
Mais oui, nous allons opter pour l'abonnement principal à l'IA et le modèle, ainsi que les services de base, et il y aura plein d'autres choses à construire. D'accord? Donc, ne soyez pas l'abonnement principal à l'IA, mais vous pouvez faire tout le reste. Et nous allons essayer. Je veux dire, si vous pouviez proposer un meilleur abonnement principal à l'IA que nous, allez-y. D'accord. On dit que vous levez 40 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Une valorisation de 340 milliards de dollars. Ce sont des rumeurs? Je crois que nous avons annoncé que nous levions des fonds. D'accord. Bon, je veux juste être sûr que vous l'avez annoncé. Quelle est l'ampleur de votre ambition à partir de maintenant? Nous allons essayer de créer d'excellents modèles et de lancer de bons produits. Et il n'y a pas de plan directeur au-delà de cela. Bien sûr. Non, je vois plein de gens d'OpenAI dans le public. Ils peuvent en témoigner. Je crois fermement qu'on peut faire ce qu'on a devant soi, mais si on essaie de travailler à rebours à partir de quelque chose de follement complexe, ça ne marche généralement pas aussi bien. Nous savons que nous avons besoin de tonnes d'infrastructures IA. Nous savons que nous devons construire des volumes massifs d'usines d'IA. Nous savons que nous devons continuer à améliorer les modèles. Nous savons que nous devons construire une excellente couche supérieure, un produit grand public et toutes les pièces qui vont avec. Mais nous sommes fiers d'être agiles et d'adapter nos tactiques au fur et à mesure que le monde évolue. Donc, les produits que nous allons construire l'année prochaine, nous n'y pensons probablement même pas en ce moment. Et nous pensons pouvoir créer une gamme de produits que les gens aimeront vraiment. Nous avons une confiance inébranlable en cela, et nous croyons pouvoir construire d'excellents modèles. Je n'ai jamais été aussi optimiste quant à notre feuille de route de recherche qu'en ce moment. Qu'y a-t-il sur la feuille de route de la recherche? Des modèles vraiment intelligents. Mais en ce qui concerne les étapes qui sont devant nous, nous les abordons une ou deux à la fois. Donc vous croyez qu'il faut travailler en avançant, pas nécessairement en reculant. J'ai entendu des gens parler de ces stratégies brillantes sur la façon dont ils vont aller ici, travailler à rebours, conquérir le monde, puis la chose avant cela, et ceci, et cela, et ceci, et cela, et voici où nous en sommes aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ces gens réussir massivement. Je vois. Qui a une question? On en lance un? Que pensez-vous que les grandes entreprises font mal en transformant leurs organisations pour qu'elles soient plus natives de l'IA, tant en termes d'utilisation des outils que de production de produits? Smaller companies are clearly just beating the crap out of larger ones when it comes to innovation here. Il est clair que les petites entreprises sont en train de donner une raclée aux grandes en matière d'innovation ici. Je pense que cela arrive à chaque grande révolution technologique. Il n'y a rien de surprenant pour moi. Ce qu'ils font mal, c'est la même chose qu'ils font toujours mal. Les gens deviennent incroyablement figés dans leurs habitudes. Les organisations deviennent incroyablement figées. Si les choses changent beaucoup tous les trimestres, ou deux, et que vous avez une console de sécurité de l'information qui se réunit une fois par an pour décider quelles applications vous allez autoriser et ce que signifie mettre des données dans un système. C'est tout simplement tellement pénible à regarder ce qui se passe ici. Mais vous savez, c'est de la destruction créatrice. C'est pourquoi les startups gagnent. C'est ainsi que l'industrie progresse. Je dirais que je suis déçu, mais pas surpris par la vitesse à laquelle les grandes entreprises sont prêtes à le faire. Ma prédiction serait qu'il y aura encore quelques années de lutte, à faire semblant que cela ne va pas tout remodeler, puis une capitulation et une course de dernière minute, et ce sera en quelque sorte trop tard. Et en général, les startups dépassent simplement les gens qui font les choses à l'ancienne. Cela arrive aussi aux gens. Par exemple, regardez quelqu'un qui a commencé. Peut-être que vous parlez à un jeune de 20 ans moyen et que vous observez comment il utilise ChatGPT, puis vous parlez à quelqu'un d'environ 35 ans et comment il utilise cet outil ou un autre service. Et la différence est incroyable. Cela me rappelle, vous savez, quand le smartphone est sorti et que tous les jeunes savaient l'utiliser super bien, tandis que les personnes plus âgées mettaient 3 ans à comprendre comment faire des choses simples. Et puis bien sûr, les gens s'adaptent, mais l'écart générationnel concernant les outils d'IA est incroyable en ce moment. Et je pense que les entreprises ne sont qu'un autre symptôme de cela. Quelqu'un d'autre a une question? Juste un suivi sur ce point. Quels sont les cas d'utilisation intéressants que vous voyez les jeunes faire avec ChatGPT et qui pourraient nous surprendre?
Ils l'utilisent vraiment comme un système d'exploitation. Ils ont des moyens complexes de le configurer pour le connecter à un tas de fichiers. Et ils ont des prompts assez complexes mémorisés dans leur tête ou qu'ils copient-collent. Cette partie, je pense, est cool et impressionnante. Et il y a une autre chose, c'est qu'ils ne prennent pas vraiment de décision de vie, sans demander à ChatGPT ce qu'ils devraient faire. Et il a le contexte complet sur chaque personne dans leur vie, et ce dont ils ont parlé. Le truc de la mémoire a vraiment changé la donne. Mais oui, je pense, en simplifiant à l'extrême, que les personnes plus âgées utilisent ChatGPT comme un remplaçant de Google. Peut-être que les personnes dans la vingtaine et la trentaine l'utilisent comme un conseiller de vie, quelque chose comme ça. Advisor, something, and then Et ensuite, les étudiants l'utilisent comme un système d'exploitation. Comment l'utilisez-vous au sein d'OpenAI? Je veux dire, il écrit beaucoup de notre code. Combien? Je ne connais pas le chiffre, et quand les gens donnent le chiffre, je trouve ça toujours très bête. Microsoft code is 20-30% written by Car mesurer par ligne de code est une façon tellement stupide. Peut-être que la chose importante que je pourrais dire, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est qu'il écrit du code pertinent. Je ne sais pas combien, mais il écrit les parties qui comptent vraiment. C'est intéressant. Question suivante? Salut Sam. Le micro circule. C'est bon? Salut Sam. J'ai trouvé intéressant que la réponse à la question d'Albert sur votre direction soit principalement axée sur le consommateur et l'abonnement de base. Et aussi que la majeure partie de vos revenus proviennent des abonnements grand public. Pourquoi garder l'API dans 10 ans? J'espère vraiment que tout cela va fusionner en une seule chose. Par exemple, vous devriez pouvoir vous connecter avec OpenAI à d'autres services. D'autres services devraient avoir un SDK incroyable pour prendre le relais de l'interface utilisateur de ChatGPT à un moment donné. Mais dans la mesure où vous aurez une IA personnalisée qui vous connaît, qui a vos informations, qui sait ce que vous voulez partager plus tard, et qui a tout ce contexte sur vous, vous voudrez pouvoir l'utiliser dans de nombreux endroits. Maintenant, j'admets que la version actuelle de l'API est très éloignée de cette vision, mais je pense que nous pouvons y arriver. Oui, j'ai peut-être une question de suivi à cela, car vous avez un peu pris la mienne. Mais beaucoup d'entre nous qui créent des entreprises axées sur les applications, nous voulons utiliser ces éléments de base, ces différents composants d'API, peut-être l'API de recherche approfondie, qui n'est pas encore sortie, mais qui pourrait l'être, et construire des choses avec eux. Est-ce que ce sera une priorité, comme permettre cette plateforme pour nous? Comment devrions-nous y penser? Oui, je pense, j'espère c'est quelque chose entre les deux, qu'il y ait une sorte de nouveau protocole au niveau de l'HTTP pour l'avenir d'Internet où les choses sont fédérées et décomposées en composants beaucoup plus petits. Et les agents exposent et utilisent constamment différents outils. Et l'authentification, le paiement, le transfert de données, tout est intégré à ce niveau auquel tout le monde fait confiance. Tout peut communiquer avec tout. Et je ne pense pas encore savoir exactement à quoi cela ressemblera, mais cela sort du brouillard. Et à mesure que nous aurons une meilleure idée de cela, et encore une fois, cela nous prendra probablement quelques itérations pour y arriver, mais c'est un peu dans cette direction que j'aimerais voir les choses aller. Salut Sam, ici derrière. Je m'appelle Roy. Je suis curieux. L'IA ferait évidemment mieux avec plus de données d'entrée. Est-ce qu'on envisage d'injecter des données de capteurs? Et quel type de données de capteurs? Que ce soit la température, vous savez, des choses du monde physique que l'on pourrait lui fournir pour qu'elle comprenne mieux la réalité. Les gens le font beaucoup. Les gens mettent ça dans... Vous savez, les gens ont ce qu'ils veulent. Ils construisent des choses où ils mettent simplement des données de capteurs dans une API et en appelant API O3 ou autre. Et pour certains cas d'utilisation, ça marche très bien. Je dirais que les derniers modèles semblent bien fonctionner avec ça, et avant ce n'était pas le cas. Donc nous l'intégrerons probablement de manière plus explicite à un moment donné, mais il y a déjà beaucoup de choses qui se passent à ce niveau. Salut Sam, j'étais vraiment impatiente de jouer avec le modèle vocal dans l'environnement de test, et donc j'ai deux questions. La première est, quelle est l'importance de la voix pour OpenAI en termes de priorité pour l'infrastructure, et pouvez-vous partager un peu comment vous pensez que cela apparaîtra dans le produit et dans ChatGPT, l'essentiel? Je pense que la voix est extrêmement importante. Honnêtement, nous n'avons pas encore créé un produit vocal suffisamment bon. C'est normal. Il nous a aussi fallu du temps pour créer un modèle de texte suffisamment bon. Nous finirons par trouver la solution. Et quand ce sera le cas, je pense que beaucoup de gens voudront utiliser beaucoup plus l'interaction vocale. Je sais pas,
Super. Quand nous avons lancé notre mode vocal actuel, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que c'était un nouveau flux en plus de l'interface tactile, et vous pouviez parler tout en cliquant sur votre téléphone en même temps. Et je continue de penser qu'il y a quelque chose d'incroyable à faire concernant l'interaction vocale et l'interface graphique que nous n'avons pas encore résolu. Mais avant cela, nous allons juste rendre la voix vraiment excellente. Et quand nous le ferons, je pense qu'il y a tout un pan. Non seulement c'est cool avec les appareils existants, mais je pense en quelque sorte que la voix permettra une toute nouvelle catégorie d'appareils, si vous pouvez lui donner une qualité de voix véritablement humaine. Question similaire sur le codage. Je suis curieux, est-ce que le codage n'est qu'une autre application verticale? Ou est-il plus central pour l'avenir d'OpenAI? Celle-là est plus centrale pour l'avenir d'OpenAI? Je pense que le codage sera la façon dont ces modèles... Actuellement, si vous demandez une réponse à ChatGPT, vous obtenez du texte en retour, peut-être une image. Vous aimeriez obtenir un programme complet en retour. Vous aimeriez, par exemple, un code rendu sur mesure pour chaque réponse. Ou du moins, c'est mon cas. Vous aimeriez que ces modèles aient la capacité de faire des choses dans le monde. Et je pense que l'écriture de code sera très centrale dans la manière dont vous activez le monde et appelez un tas d'API ou autre. Donc, je dirais que le codage sera davantage dans une catégorie centrale, tout en étant évidemment exposé via notre API et notre plateforme également. Mais vous savez, ChatGPT devrait être excellent pour écrire du code. Donc, nous allons passer du monde des assistants aux agents, et finalement aux applications. Je pense que cela semblera très continu, mais oui. Donc vous avez confiance dans la feuille de route concernant les modèles plus intelligents. Génial. J'ai ce modèle mental. Il y a certains ingrédients comme plus de données, de plus grands centres de données, une architecture basée sur les transformers, le calcul au moment du test. Quel est l'ingrédient sous-estimé ou quelque chose qui fera partie de ce mélange, qui n'est peut-être pas dans le modèle mental de la plupart d'entre nous? Je veux dire, c'est un peu comme si chacune de ces choses était vraiment difficile. Et vous savez, évidemment, ce qui a le plus d'impact, ce sont toujours les grandes avancées algorithmiques, et je pense qu'il reste probablement encore des facteurs de 10 ou 100, pas beaucoup, mais même 1 ou 2, c'est énorme. Vous savez, oui, c'est un peu comme les algorithmes, les données, le calcul, ce sont les principaux ingrédients. Bonjour. Alors ma question est la suivante. Vous dirigez l'une des meilleures équipes d'apprentissage automatique au monde. Comment équilibrez-vous entre laisser des gens intelligents comme Issa poursuivre des recherches approfondies ou quelque chose d'autre qui semble excitant, versus adopter une approche descendante en disant « Nous allons construire ceci, nous allons y arriver ». Même si nous ne savons pas si cela fonctionnera, il y a certains projets qui nécessitent tellement de coordination qu'il doit y avoir un peu de direction centralisée. Mais je pense que la plupart des gens essaient d'en faire beaucoup trop. Je veux dire, c'est comme ça, il y a probablement d'autres façons de diriger de bons centres de recherche en IA, ou de bons laboratoires de recherche en général. Mais quand nous avons démarré OpenAI, nous avons passé beaucoup de temps à essayer de comprendre à quoi ressemble un laboratoire de recherche bien géré, et il fallait remonter très loin dans le passé. En fait, presque tous ceux qui auraient pu nous conseiller là-dessus étaient morts. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de bons laboratoires de recherche. Et vous savez, les gens nous demandent souvent pourquoi OpenAI innove constamment, et pourquoi les autres laboratoires d'IA se contentent de copier, ou pourquoi le laboratoire de biologie X ne fait pas du bon travail, tandis que le laboratoire Y en fait, ou autre. Et nous continuons en quelque sorte à dire, voici les principes que nous avons observés, voici comment nous les avons appris, voici ce que nous avons étudié par le passé. Et puis tout le monde dit super, mais je vais faire autre chose. Nous avons dit, c'est bien, vous êtes venus nous demander conseil, faites ce que vous voulez. Mais je trouve remarquable à quel point ces quelques principes sur lesquels nous avons essayé de faire fonctionner notre laboratoire de recherche, que nous n'avons pas inventés, nous les avons copiés sans vergogne d'autres bons laboratoires de recherche dans l'histoire, eux ont fonctionné pour nous, tandis que les gens qui avaient une bonne raison intelligente de faire quelque chose d'autre, cela n'a pas fonctionné. Il me semble que ces grands modèles, l'une des choses vraiment fascinantes,
en tant qu'amoureux de la connaissance à leur sujet, c'est qu'ils incarnent potentiellement et nous permettent de répondre à ces questions incroyables de longue date en sciences humaines concernant les changements cycliques dans des choses artistiques intéressantes, ou même, vous savez, dans quelle mesure les préjugés systématiques et d'autres types de choses se produisent réellement dans la société, et pouvons-nous en quelque sorte les détecter. Des choses très subtiles que nous n'aurions jamais vraiment pu faire plus qu'hypothétiser auparavant. Et je me demande si OpenAI a réfléchi ou même élaboré une feuille de route pour travailler avec des chercheurs universitaires, par exemple, afin d'aider à débloquer certaines de ces nouvelles choses que nous pourrions apprendre pour la première fois dans les sciences humaines et sociales. Oui, c'est incroyable de voir ce que les gens font là-bas. Nous avons des programmes de recherche universitaires où nous nous associons et faisons du travail personnalisé. Mais la plupart du temps, les gens disent simplement qu'ils veulent avoir accès au modèle, ou peut-être au modèle de base. Et je pense que nous sommes très bons là-dedans. Une des choses cool dans ce que nous faisons, c'est qu'une grande partie de notre structure d'incitation est orientée vers le fait de rendre les modèles aussi intelligents, bon marché et largement accessibles que possible, ce qui sert très bien les universitaires et, en fait, le monde entier. Donc, vous savez, nous faisons quelques partenariats personnalisés, mais nous constatons souvent que ce que les chercheurs ou les utilisateurs veulent vraiment, c'est simplement que nous améliorions le modèle général sur toute la ligne, et donc nous essayons de concentrer, disons, 90% de notre effort là-dessus. Je suis curieux de savoir comment vous envisagez la personnalisation. Vous avez mentionné le fait de se connecter de manière fédérée avec OpenAI, en apportant vos souvenirs, votre contexte. Je me demande juste si vous pensez que la personnalisation, comme ces différentes post-formations sur des choses spécifiques aux applications, est un pansement pour, ou si cela vise à améliorer les modèles de base, et comment vous envisagez cela ? Je veux dire, dans un sens, je pense que l'état idéal platonicien est un très petit modèle de raisonnement avec 1 trillion de tokens de contexte dans lequel vous mettez toute votre vie. Le modèle ne se réentraîne jamais, les poids ne sont jamais personnalisés, mais cette chose peut résonner sur tout votre contexte et le faire efficacement. Et chaque conversation que vous avez eue dans votre vie, chaque livre que vous avez lu, chaque email que vous avez lu, tout ce que vous avez jamais regardé est là, en plus de toutes vos données connectées à partir d'autres sources. Et vous savez, votre vie continue simplement à s'ajouter au contexte. Et votre entreprise fait la même chose pour toutes les données de votre entreprise. Nous ne pouvons pas y arriver aujourd'hui, mais je considère toute autre chose comme un compromis par rapport à cet idéal platonicien. Et c'est comme ça que j'espère que nous ferons la personnalisation à terme. Une dernière question au fond. Salut Sam, merci pour ton temps. Selon vous, d'où viendra la majeure partie de la création de valeur au cours des 12 prochains mois ? S'agirait-il peut-être de capacités de mémoire avancées, ou peut-être de sécurité, ou de protocoles permettant aux agents de faire plus de choses et d'interagir avec le monde réel ? Je veux dire, dans un certain sens, la valeur continuera à venir de 3 choses principales. La construction de plus d'infrastructures, des modèles plus intelligents, et la construction de l'échafaudage nécessaire pour intégrer tout cela dans la société. Et si vous poussez sur ces points, je pense que le reste se réglera tout seul. À un niveau de détail plus élevé, je pense que 2025 sera une année où les agents feront du travail, le codage en particulier, je m'attends à ce que ce soit une catégorie dominante. Coding in particular, I would expect to be a dominant category. Je pense qu'il y en aura d'autres aussi. L'année prochaine sera une année où je m'attendrai plutôt à ce que les IA découvrent de nouvelles choses, et peut-être que nous aurons des IA faisant de très grandes découvertes scientifiques ou aidant les humains à le faire. Et vous savez, je suis un peu convaincu que la majeure partie de la croissance économique durable réelle dans l'histoire de l'humanité provient, une fois que l'on s'est étendu et a colonisé la Terre, de meilleures connaissances scientifiques et de leur mise en œuvre pour le monde. Et puis 2027, je suppose, sera l'année où tout cela passera du domaine intellectuel au monde physique, et les robots passeront d'une curiosité à un créateur de valeur économique sérieux. Mais c'était une estimation rapide comme ça. Puis-je conclure avec quelques questions rapides ? Très bien. L'une d'elles est ChatGPT-5. Est-ce qu'il sera simplement plus intelligent que nous tous ici ? Je veux dire, si vous pensez que vous êtes beaucoup plus intelligent que O3, alors peut-être qu'il vous reste un peu de chemin à faire, mais O3 est déjà assez intelligent. 2 questions personnelles. La dernière fois que vous étiez ici, vous veniez de traverser un petit passage difficile avec OpenAI. Avec un peu de perspective et de recul maintenant,
Avez-vous des conseils pour les fondateurs présents ici sur la résilience, l'endurance, la force? Strength. Ça devient plus facile avec le temps. Je pense que vous ferez face à beaucoup d'adversités dans votre parcours de fondateur, et les défis deviennent plus difficiles et les enjeux plus importants. Mais le coût émotionnel devient plus facile à mesure que vous traversez plus de mauvaises choses. Donc vous savez, dans un certain sens, c'est le cas. Oui, même si, en théorie, les défis deviennent plus grands et plus difficiles, votre capacité à y faire face, le type de résilience que vous développez devient plus facile, comme avec chaque épreuve que vous traversez. Puis je pense que la chose la plus difficile concernant les grands défis qui se présentent à un fondateur, ce n'est pas le moment où ils arrivent. Beaucoup de choses tournent mal dans l'histoire d'une entreprise. Dans l'urgence, vous pouvez, vous savez, recevoir beaucoup de soutien, fonctionner avec beaucoup d'adrénaline. Vous savez, vous êtes un peu, même les choses vraiment importantes, comme votre entreprise qui manque d'argent et échoue, beaucoup de gens viendront vous soutenir, et vous vous en sortez et passez à autre chose. Ce qui est plus difficile à gérer psychologiquement, je pense, c'est un peu les conséquences après. Et je pense que, vous savez, les gens se concentrent beaucoup sur la manière de travailler dans ce moment de crise. Et la chose vraiment précieuse à apprendre, c'est comment vous ramassez les morceaux. On en parle beaucoup moins. Je pense je n'ai jamais trouvé quelque chose de bien à conseiller aux fondateurs de lire. Vous savez, pas sur la façon de gérer la crise réelle au jour 0, 1 ou 2, mais au jour 60, alors que vous essayez de reconstruire après. Et c'est le domaine dans lequel je pense que vous pouvez vous entraîner et vous améliorer. Merci Sam. Oui, vous êtes officiellement toujours en congé paternité, je sais. Alors merci d'être venu nous parler. J'apprécie. Merci.